Premièrement, quand je parle relation intime, je vais mettre ça large. Okay? Intime veut dire relation amoureuse à long terme, relation amoureuse qui débute ou à court terme, et aussi relation, je dirais, plus de nature sexuelle, des relations de nature plus physique qui comportent évidemment de l'intimité. Donc, on va mettre ça là-dedans aussi parce qu'il y en a de la communication au niveau sexuel. Puis, quand on parle de relations intimes, ce n'est pas uniquement des relations qui durent super longtemps. Il y a toutes sortes de relations, il y a toutes sortes de buts, de besoins, puis il y a des composantes un peu différentes là-dedans. Fait que je vais quand même parler de ces trois aspects-là. Et je commencerai par... ah oui, j'ai déjà fait plusieurs autres vidéos sur les relations intimes, relations de couple. Tu sais, je n'avais pas appelé ça intime, j'avais appelé ça plus de couple, ce qui est déjà un peu plus officiel. Et je sais que c'est quelque chose que vous aviez bien apprécié parce que j'avais défini certains facteurs, c'est-à-dire les trois piliers importants du développement de la relation de couple. Les trois piliers, c'était l'attraction, le développement de l'intimité et l'engagement. C'est le triangle qui fait en sorte qu'une relation de couple dure longtemps. Donc, j'avais parlé de ça dans le passé. C'est quelque chose, je pense, que vous avez beaucoup aimé. Puis c'est un modèle que j'aime beaucoup. C'est un modèle qui tient toujours la route. Et c'est un modèle qui est très pratico-pratique, c'est-à-dire les trois composantes qui sont nécessaires dans une relation de couple. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre l'emphase pas sur l'engagement. J'aimerais, je pense, mettre l'accent plus sur l'attraction, plus l'aspect sexuel, l'aspect initiation des relations et le chevauchement entre ça et sur la sexualité et l'intimité. Je pense qu'il faut parler de ça particulièrement en ce moment parce qu'on est dans une période où on est très isolé, OK? Et je pense que ça vaut la peine un peu de s'attarder à ce pilier-là qui est l'attraction, l'attirance, le dating, l'initiation de ces relations-là. Je pense que c'est absolument incontournable. Puis, hein, tu sais, ça va durer autour d'une heure, notre live. Fait que c'est sûr que ça passe vite, mais regardez, on va aller le point qu'on peut avec ça. Puis, tant qu'on a du fun, on a du fun. Puis, on en fera un autre, puis on fera la suite des questions. OK? Bon. Comment je dirais bien ça? Il y a des changements au niveau de la façon dont on initie les relations intimes maintenant, principalement à cause du virage technologique relié aux applications et aux médias sociaux, d'une part, donc je veux parler de ça, c'est significatif, ça change beaucoup de choses maintenant, et d'autre part, à cause de la situation actuelle qui est le COVID, qui rehausse cet effet-là, OK? Il y a, tu sais, je regardais la littérature scientifique dernièrement par rapport à ça. Tu sais, ça commence, hein, la littérature scientifique sur le développement des relations amoureuses en lien avec la technologie, en lien avec les applications, en lien avec tout ça, puis comment que ça se passe. Puis même il y a de la littérature qui rentre dans la période qu'on vit là actuellement. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est quoi l'interaction entre la COVID, les médias sociaux? Qu'est-ce que ça fait au niveau des relations? Ça commence, mais c'est super intéressant, très concrètement, puis psychologiquement parlant aussi. Puis je pense que c'est important de parler de ça, parce que c'est assez complexe, puis c'est dur de savoir sur quel pied danser, puis savoir quoi espérer, puis comment, puis bon. Puis je pense que ça va faire le lien avec vos questions aussi. Alors, en gros, dernièrement, les médias sociaux et les applications ont pris beaucoup de place. Ce que ça a fait, c'est ça a créé, puis je vous résume ça, une espèce d'avatar, un monde secondaire, qui nous permet d'avoir des profils, donc de nous représenter, et on peut choisir la façon dont on se représente. Dernièrement, depuis les dernières années, pas juste à cause de la COVID, mais dernièrement, il y a eu de plus en plus de développement dans ces applications-là, l'accessibilité de ces applications-là, les fonctionnalités de ces applications-là, combinées à la caméra des téléphones. Je ne connais pas le pourcentage exact, je ne me souviens plus, mais il y a un gros pourcentage de gens qui s'achètent des téléphones cellulaires ou qui font leur choix de téléphone cellulaire basé strictement sur la caméra, la qualité de la caméra, la puissance de la caméra, la pixelisation, puis tout le truc. Alors, l'image
et prioritaire. Là, vous allez me dire, OK, mais c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, parce que même dans des tribus traditionnelles, il y a la notion d'image. C'est-à-dire que dans les périodes cruciales, par exemple de séduction entre les hommes et les femmes, il y a toutes sortes de rituels, ben, il y a des accoutrements chez les hommes et chez les femmes. Pourquoi? Pour donner la meilleure image d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. OK? Donc, c'est normal de vouloir se présenter de la meilleure façon. Fine, les animaux font ça, les humains font ça, il n'y a pas de problème. Puis ça, donc, il y a une partie marketing là-dedans, OK? C'est-à-dire la présentation d'éléments, c'est-à-dire comment tu influences ton environnement grâce à une présentation stratégique. C'est comme ça, la survie fonctionne comme ça, pas de problème. Mais là, avec les médias sociaux, avec le monde virtuel, c'est qu'on peut détacher la réalité de ça, c'est-à-dire que l'image devient de plus en plus détachée des choses réelles. C'est-à-dire que la chose réelle, c'est supposé être nous. OK? Fait que nous, on est supposé être le contenu. Puis basé sur le contenu, tu stretches des angles, tu stretches des choses pour présenter des choses à la personne en face que tu veux conquérir, que tu veux influencer. Bon. Dans les tribus, là, les gens se voient tout le temps. Puis ils voient la base, mettons, pas boostée là, par les chants, les danses, les maquillages et tout ça. Puis là, après ça, quand il y a des périodes spéciales, ben là, tu le sais, tu compares la personne normale, là, qui n'est pas arrangée, puis la version comme boostée, là, c'est la grosse soirée, sur son 36. OK? On va dire ça comme ça. Bon. Maintenant, c'est plus comme ça. Maintenant, il y a de façon permanente un autre monde qui est basé sur nous, sur notre profil, sur notre identité. Mais c'est ça, on bâtit un profil et on l'augmente à volonté et la technologie permet de plus en plus de l'augmenter avec la qualité des caméras, avec la qualité des applications. Et il y a même maintenant des correcteurs, c'est-à-dire des correcteurs de défauts, des correcteurs et des modificateurs de traits, d'angles de visage, d'yeux et tout ça. Ça commence de plus en plus. Donc ça veut dire que ton image, de plus en plus, elle commence à se séparer de la réalité. La technologie fait ça, mais aussi la compétition fait ça. La compétition rentre beaucoup en ligne de compte maintenant quand on veut initier des relations amoureuses. Et donc, si on veut parler de communication, faut le partir de là, ce processus-là. Moi, je ne peux plus vous parler juste de communication dans les relations comme s'il n'y avait pas ce préambule-là maintenant qui est une réalité. Donc, le problème actuellement qu'on a, c'est que, étant donné qu'il y a une forte compétition sur les médias sociaux, sur les applications, pour avoir de l'attention, pour être choisi, puis là, on n'a même pas commencé quoi que ce soit en termes de relation, on n'a pas commencé aucune communication, il n'y a rien, OK? L'idée, c'est qu'il faut avoir suffisamment d'attention pour initier un petit processus. Donc là, c'est pas de la communication, ça s'apparente plus à ce qu'on appelle le marketing. Donc, ça a de l'air comme si c'est de l'interaction humaine, ça a de l'air comme si on veut dater, on veut communiquer avec quelqu'un, mais les plateformes et je dirais les profils, de la façon que ça se comporte, c'est directement relié à du marketing. C'est pas relié pantoute à des processus de communication. Puis là, c'est ça qui se passe actuellement. Actuellement, il y a un fort décalage entre notre réalité, la façon dont on se sent, la façon dont on se sent représenté par notre profil et comment on se sent dans la vraie vie. Et la personne avec qui on va aller en date se sent exactement de la même chose, de la même façon. C'est-à-dire qu'on le sait mutuellement que les profils sont ce qu'on appelle boostés. Donc, imaginez quand on rencontre pour la première fois une personne, on ne se sent pas du tout confiant qu'on ne décevra pas la personne et on sait d'avance que la personne en face de nous risque de nous décevoir. Donc, le fait d'avoir encore plus de technologie et encore plus de compétition et là actuellement avoir encore plus de temps à mettre là-dessus, ça fait en sorte qu'on augmente le décalage entre la réalité et ce qu'on présente et donc on augmente l'anxiété d'être rejeté, c'est-à-dire l'anxiété de déplaire à la personne en face et l'anxiété
que la personne va nous décevoir aussi. Parce que quand la personne en face de nous nous déçoit, ça veut dire que c'est rendu dans notre cours d'avoir à lui dire que ça ne fonctionnera pas. Évidemment, on ne dit pas ça, on fait juste ne plus donner de nouvelles. C'est ce que les gens font normalement. Donc, les profils ou les médias sociaux créent des images qui sont extrêmement difficiles à accoter dans la réalité. Fait que ça, c'est un gros problème. L'autre chose, parmi les 3 piliers relatifs au développement de couple, l'attraction, l'intimité, puis l'engagement, le premier, c'est l'attraction. On pourrait penser que le fait d'aller sur les médias sociaux, puis aller cliquer sur des gens qui nous intéressent et tout ça, c'est de l'attraction. Ce n'est pas de l'attraction. C'est une sélection basée sur la beauté visuelle, si je peux dire. Cette beauté-là visuelle, ce n'est pas de l'attraction. L'attraction, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe, qui est plus avancé dans les processus relationnels. Mais là, en ce moment, on n'y accède pas tant que ça à l'attraction. Parce que les processus qui sont nécessaires pour générer de l'attraction, ça prend quand même l'initiation de ce qu'on appelle d'une vulnérabilité. Ça prend un dévoilement minimal. Sinon, ça ne kick pas. C'est quelque chose qui reste très en retrait. Ce qui fait en sorte que quand on arrive déjà anxieux, parce qu'on sait que la compétition est forte, parce qu'on sait qu'on n'accote pas notre image, parce qu'on sait qu'il y a des grandes chances qu'on va décevoir l'autre ou que l'autre va nous décevoir, les processus d'attraction ont de la difficulté à s'enclencher. Donc, même si on se rend à une première date, mettons, OK? Puis mettons là, que ça se passe quand même correct, c'est même pas suffisant le fait de se trouver beau sur papier ou visuellement. Parce que les processus d'attraction sexuelle, ce n'est pas nécessairement corrélé à strictement de la beauté visuelle. Et c'est tout ce que les médias sociaux peuvent offrir. Donc ça, c'est un problème présentement. Et là, actuellement, puis en fait, avant d'arriver à ce live-là, je pensais à certaines choses dont je voulais vous parler, puis je dois vous avouer très personnellement que depuis le début de la COVID, là, c'est pas scientifique, là, c'est un peu mon observation à moi, là. Depuis le début de la COVID, il y a différents processus qui se sont passés pour moi. Donc, j'ai reçu plus d'expositions médiatiques avec le show tribal, puis avec le livre, puis tout ça, puis plein de trucs médias, puis de magazines, des affaires comme ça. Puis aussi, tu sais, je suis assez actif sur les médias sociaux aussi, je fais des vidéos, puis c'est bien cool. Mais j'ai remarqué que j'ai de plus en plus, OK, au cours des derniers mois, j'ai de plus en plus de messages de personnes que je connais pas qui me disent et qui m'écrivent et qui m'envoient des affaires que, mettons, je ne vous donnerai pas de détails, mais que jamais tu peux montrer ces affaires-là dans la vraie vie ou publiquement. Là. Jamais. Donc, moi, ce que je veux vous dire, en plus de ça, dans les médias sociaux, c'est qu'il y a comme une deuxième zone des médias sociaux qui est une zone que je dirais privée, où on dit et on montre des choses de soi que jamais on montrerait dans la vraie vie. Il y a dans les médias sociaux une bulle, par exemple dans les conversations privées, une bulle où psychologiquement et physiquement, tu vas te donner des permissions que jamais tu vas faire dans une sphère publique. Et j'étais vraiment surpris de voir à quel point il y a une grosse dichotomie parfois entre le même profil public d'une personne et ce qu'elle va dire ou ce qu'elle va montrer, mettons, alors que c'est complètement à l'abri des regards. Et puis je lisais un petit peu dans la littérature de ça, puis pour moi, ça parle de à quel point ça prend absolument des places pour les humains d'exprimer des affaires qui sont secrètes, qu'on n'a pas la place de dire, de faire, de montrer, de vouloir, d'exposer. Et à quelque part, je trouve pas ça malsain. Tu sais, je trouve ça correct qu'il y ait des places le plus sécuritaires possible, que tu puisses faire, montrer des choses, dire des choses que c'est comme, ça passe par l'esprit, puis tu veux pas le garder pour toi, puis tu veux l'exprimer, puis tu veux le montrer, puis tu peux créer ce partage-là dans une zone très, très précise des médias sociaux. Et puis ça parle un peu de ce qu'on porte en soi de toute façon. Donc, même
dans sa propre personnalité, il y a différentes plateformes qu'on utilise pour différentes facettes de soi. Et dans différentes plateformes, il y a des sous-plateformes dans lesquelles on va exprimer d'autres facettes encore plus secrètes de soi. Donc, je trouvais ça quand même intéressant parce que au niveau psychologique, mais si on revient aux relations, encore une fois, ceci n'est pas directement en lien avec ni des relations, ni l'attraction et ni la vraie vie. Et de plus en plus, le monde virtuel, ça devient un monde qui est à part, qui n'est pas nécessairement relié à des comportements dans la vraie vie et qui n'est pas relié nécessairement à une vraie relation. C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Tu sais, moi, je suis pas un gars très techno, tu sais, je suis un gars vraiment face à face, puis puis la littérature est assez contradictoire par rapport à ça, parce qu'il y a une partie de la littérature qui dit par exemple, certains auteurs, ils appellent ça liquid love. Okay? Liquid love, ce que ces auteurs-là disent, puis quand on dit liquid love, là, ça fait pas référence à aucun liquide corporel. Okay? C'est pas ça. C'est liquid love dans le sens que c'est plus solide. Ce ne sont plus des relations qui sont solides. Ce n'est plus le fait de bâtir quelque chose à long terme de solide. C'est quelque chose qui est plus instable, qui est plus flexible, qui est plus souple. Et donc c'est ça. On est dans une ère qui est plus liquid love en lien avec les applications puis les médias sociaux. Et puis cet auteur-là s'appelle Zygmunt Bauman. C'est un Allemand, probablement. Je vous invite à lire un petit peu sur son opinion. Lui, il a une opinion plus négative des médias sociaux. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense que les médias sociaux ont quand même des bonnes choses, définitivement des bonnes choses. Entre autres, comment ça faire chaud, là? Entre autres, le fait de briser l'isolement rapidement. Surtout actuellement, c'est vraiment tough. Actuellement, les humains, ils ont de plus en plus de difficultés à tolérer l'isolement. On le voit de plus en plus, surtout avec l'arrivée de la deuxième vague. C'est extrêmement difficile de rester discipliné. C'est extrêmement difficile de résister à ne pas briser ces barrières-là, d'aller dans des groupes, de voir des gens, tout ça. Et le cerveau prend de différentes façons pour se donner ces permissions-là, entre autres, de nier certaines choses. OK? Les complots, puis tout ça, les protestations augmentent, qui est une façon de dire, de toute façon, c'est faux, fait que je peux tout simplement vaquer à mes propres désirs puis mes propres occupations. Donc, ça parle d'à quel point les humains, ça veut les autres, ça a besoin des autres. Et il y a deux facettes qu'on dit avoir besoin des autres. Il y a l'aspect stimulation humaine ou stimulation sociale, c'est-à-dire que les humains sont une forme de divertissement les uns pour les autres, qui est une forme de divertissement. Et il y a l'aspect relation, mais ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Les relations, c'est les relations. Le divertissement, c'est le divertissement. Et je pense qu'on ne parle pas assez de l'un et l'autre. Et donc, on vient confus parce qu'on pense que tout est relation. Tout n'est pas relation. Okay? Il y a une partie des choses que, oui, ça implique des humains, mais c'est plus relatif à la stimulation puis au divertissement. Puis il y en a d'autres qui c'est plus relatif à la relation qui est en fait plus dans la sphère construction, d'où l'attraction, intimité et engagement. Donc, il y a tout ça qui se passe dans les médias sociaux et je pense que ce qui peut être plus dangereux, c'est pas savoir qu'est-ce qui est quoi, puis surtout d'avoir des attentes qui sont pas réalistes, parce que c'est facile d'avoir des attentes différentes sur du non-dit. Et c'est principalement ça qui se passe sur les médias sociaux. En plus, dans les médias sociaux maintenant, comme c'est plus basé sur l'image, comme la compétition est extrêmement forte, et comme non seulement la compétition en termes de nombre de personnes, mais ce que les gens postent, c'est tellement attirant visuellement que si tu vas avoir une quelconque attention dans ce spectre-là, il faut absolument que tu boostes, que tu montres également à l'écran. Et donc, les mots ou le texte, ce n'est pas ce qui stimule visuellement, ce n'est pas ce qui stimule la dopamine le plus, c'est les images. Donc, c'est du visuel. OK? Donc, c'est sûr que ça fait en sorte que c'est pas une place où les gens vont écrire beaucoup, là. Allô, ça, c'est fini, là. On est même plus là-dedans. Je dirais que c'est de plus en plus rare où les gens vont écrire des choses ou partager des affaires. Donc, de plus en plus, ça va vers de la stimulation.
Puis encore là, je ne juge pas si c'est correct ou c'est pas correct. Je pense que c'est ses avantages, ses inconvénients, mais la stimulation puis les relations, puis ce que tu vis avec une personne, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Oui, un peut basculer vers l'autre. C'est souvent ce que les gens recherchent, c'est-à-dire le fait d'initier un contact à travers les médias sociaux, puis après ça, migrer ça vers le live. Et là, quand tu arrives dans le live, là, la game commence. C'est-à-dire, là, il faut que tu parles. Là, il faut que tu montes des affaires. Là, il faut que tu crées une chimie. Et ça, c'est pas basé sur le visuel. Quand tu arrives live avec une personne, ça compte plus. Et ce qui est difficile maintenant, c'est comme les attentes sont extrêmement élevées, puis que là, les gens sont très anxieux d'être déçus, ben cette anxiété-là qui est de plus en plus présente, en fait, plus tu augmentes l'anxiété, plus tu vas augmenter souvent la tendance d'évitement. Donc, l'évitement, c'est quoi? C'est « Oh my God, je pense pas que ça va marcher, je suis déçu, je veux pas. » Et là, automatiquement, on va se rétracter. C'est-à-dire, on court pas la chance d'aller plus loin pendant, par exemple, la date ou dans la communication, ce qui fait en sorte que la décision est déjà prise d'avance, aussitôt qu'on s'est vu. Donc, très rapidement, ça a tendance à plafonner. Ça, c'est plate. Parce que une grosse partie de ce qui se passe relationnellement, ça se passera pas dans les 5 premières minutes, là, nécessairement. C'est quelque chose qui va arriver, qu'on peut tricoter. Mais encore là, il faut se donner la capacité d'y aller. Et puis là, on rentre dans des habiletés de communication. Tu sais? Ok, je regarde un petit peu mes notes. Il y a une couple d'affaires que je voulais vous parler. Ok. Ok, l'autre chose. Gros sujet tabou, ok? Les humains fonctionnent par hiérarchie. La structure sociale fonctionne par hiérarchie. Les animaux fonctionnent par hiérarchie. Les cellules fonctionnent par hiérarchie. C'est comme ça. Puis c'est pas un défaut, c'est pas un problème. C'est normal. Ok? De l'énergie, ça a besoin d'être structuré, sinon elle se dissipe. Dans les systèmes humains hiérarchiques, alors chacun veut tirer son épingle du jeu pour monter en hiérarchie sociale, c'est-à-dire accéder aux meilleures ressources qui sont plus vers le haut de la hiérarchie sociale. C'est quelque chose de normal. Il n'y a personne qui a inventé ces règles-là. Ça fait partie de l'ordre naturel des choses, ça fait partie de la survie. OK, c'est quelque chose, peut-être ça ne fait pas notre affaire, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut un petit peu avoir le courage d'accepter. Et c'est pour ça qu'on veut se dépasser, c'est pour ça que la survie va dans le bon sens, c'est-à-dire vers le plus d'adaptabilité, parce qu'on veut ça. On va être plus compétent, on va être plus fort. Donc, ça s'appelle l'évolution. Puis l'évolution, c'est aller vers ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Pour avoir accès à plus d'opportunités et plus de ressources. Donc ça, c'est un phénomène normal. Maintenant, un sujet qui est tabou, c'est que les humains n'ont pas tous et toutes les mêmes compatibilités entre eux. C'est-à-dire, et puis ça, on le sent directement dans les médias sociaux, il y a certains profils qui s'attireront jamais ou qui ça ira jamais plus loin. Il y a des personnes que jamais ils vont sentir qu'il va y avoir un fit là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des ranges ou des ligues. OK? Il y en a qui disent des ligues, puis j'aime pas ça parler de ça, mais c'est encore plus flamboyant dans les médias sociaux puisqu'on se voit pas. Et donc, ces processus-là naturels, de sélection naturelle, sont encore plus flagrants. Et donc, les gens vont avoir tendance à choisir ou être attirés par des gens qui perçoivent que leur valeur est relativement équivalente, sinon légèrement supérieure à la nôtre. OK? Et donc, ça veut dire qu'il y a toutes sortes de compatibilités qui sont possibles et il y en a qui sont pas possibles. Et les fits, globalement, vont aller dans un même sorte de range, si je peux dire. Puis, tu sais, il y a une raison pour laquelle, par exemple, les stars d'Hollywood, ils vont souvent sortir entre eux. C'est parce que c'est un spectre, c'est une forme de hiérarchie sociale et les gens ont tendance à rester dans une forme de hiérarchie sociale comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, c'est un ordre naturel des choses. Et même la littérature montre à quel point
Ça, c'est encore plus flamboyant lorsque on regarde les applications, on regarde les données d'application, puis on regarde les données relatives aux médias sociaux, surtout les applications. Il y a plus d'études qui ont été faites sur Tinder que d'autres choses. C'est l'application la plus populaire. Puis on remarque ça définitivement, non seulement dans la façon dont les gens créent leur compatibilité, mais aussi la façon dont les gens se rendent à une première et une deuxième date. Parce que tu peux corréler, tu peux mesurer les chances statistiques que ça aille à une deuxième ou une troisième date. Puis là, j'ai pas lu d'études passer troisième date, là. Mais tout ça pour dire, on ne fit pas avec n'importe qui. Okay? On fit avec quelqu'un qu'on sent, on est un petit peu à la même place, puis on a besoin de partner up pour continuer à gravir et évoluer ensemble. Et c'est un début de la survie, c'est un début de pourquoi on veut être ensemble, c'est qu'on veut avancer ensemble. Et c'est quelque chose qui est tout à fait, je dirais, biologique. Et c'est aussi quelque chose qui se passe de façon claire dans les médias sociaux. Autre chose que je trouvais intéressant, c'est que de plus en plus, les études montrent que le dating online ou les applications, la façon d'interagir avec les applications, ça s'apparente beaucoup plus au phénomène de gamification qu'un processus relationnel. C'est-à-dire que au niveau dopaminergique, au niveau de certains processus mentaux, ça ressemble beaucoup plus à du jeu vidéo que des rencontres. Ou lorsqu'on envoie mettons, un courriel ou un message à une personne. Donc, ça ressemble beaucoup plus à du jeu vidéo que des rencontres. Puis ça, c'est cohérent avec ce que je vous disais tantôt, c'est-à-dire l'écart entre la réalité et le monde virtuel. Donc, il y a toute une autre façon, un autre mode opératoire qui n'est pas nécessairement corrélé avec des processus relationnels face à face là-dedans. Donc ça, les études commencent à sortir dans ce sens-là. Bon côté des médias sociaux, c'est clair, accès à beaucoup de personnes. Quand tu es isolé, comme maintenant, quand tu habites plus loin, le fait d'avoir accès à des milliers de personnes, c'est un avantage majeur. Tu es sur la place publique, même en étant loin physiquement, c'est un gros facteur avantageux. Oui, il y a plein de risques relatifs aux médias sociaux, mais beaucoup d'avantages, entre autres ça. L'autre chose, c'est plus facile, étant donné justement ce monde-là virtuel où tu peux être plus protégé, d'être direct, c'est-à-dire droit au but. En fait, l'idée, c'est que les gens, ils sont capables d'affirmer directement ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ne souhaitent pas. Surtout lorsque vient de parler de relations sexuelles. C'est-à-dire, il y a des gens qui font juste marquer sexe, point d'interrogation, that's it. C'est tout. C'est ça, ça ne sera pas d'autre chose. Et c'est extrêmement clair. Et donc, cette clarté-là vient justement balancer les attentes qui sont des choses qui sont plus corrélées à de la déception lorsque les attentes ne sont pas rencontrées. Donc, ça donne la possibilité de clarifier des attentes plus tôt. Et donc, ça change l'échange complètement. Et donc, ça change la communication, bien évidemment. OK. Passons à vos questions. Vous m'avez écrit des questions qui touchent un petit peu toutes sortes de choses. OK. Première question. Que faire quand une personne veut parler de ses sentiments et échanger, mais que l'autre ne veut pas? OK? Bon, là, ça pour moi, ça rentre plus dans le spectre des relations où il y a déjà de l'intimité et il y a déjà, je dirais, là, un peu d'engagement. C'est typiquement de ça dont il est question. Et c'est vrai, on le voit souvent, une personne qui veut comme tout le temps parler, puis tout le temps sharer des affaires, ben deep, puis tout ça, puis l'autre est comme, regarde, juste arrête, là, tu sais, je veux pas aller là. Puis à un moment donné, avec le temps, ben les deux se connaissent, et les deux, juste à se voir le visage, ils se disent, bon, là, toi, tu veux parler de ça, mais moi, je te le dis tout de suite, je veux pas. Fait que, bon, il y a plusieurs sous-sujets là-dedans. En général, parler pour parler, ça ne marche pas. Il faut uniquement parler d'un sujet si on a posé un but commun qui justifie un sujet de conversation. Ça, c'est vraiment important, ça. Et ça, là, c'est pour tous les sujets de conversation, c'est pour tout ce qui est verbalisé. Si ce n'est pas directement relié à un but clair, commun et important, il ne faut pas investir d'énergie sur un sujet de conversation. Que ça soit un événement, que ce soit un thème en particulier, que ce soit une émotion.
Si ce n'est pas relié à un but ou quelque chose qui va servir à, automatiquement, ça devient une lourdeur, ça devient un poids. Ça, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, c'est le même processus. Souvent, le problème, c'est qu'on veut parler parce que ça nous fait sentir bien sur le moment. Mais ce n'est pas une bonne stratégie parce que l'idée de pourquoi on parle, il faut rehausser l'équipe. C'est-à-dire, on met le sujet sur la table. Oui, on parle de ses sentiments, ses émotions, des événements, feedback, whatever, mais il faut que ça serve les deux. Fait que pour ça, en premier, il faut nommer des besoins communs, des buts communs, et après ça, on sélectionne un sujet. Ça revient beaucoup dans vos questions. C'est-à-dire, il faut vraiment clarifier le but du sujet de conversation. Le sujet ne doit jamais être le but d'une conversation. On trouve un but, on trouve pourquoi ce but-là est important, et après, on sélectionne le sujet qui est, dans le fond, la porte d'entrée vers où on veut aller. Donc, ça veut dire que dans une conversation, il y a toujours au moins deux phases. La première, le but, puis pourquoi on veut parler de ça, puis le sens. OK? Le sens est beaucoup en lien avec ça. Le vecteur de sens est relié avec ça. Et pour parcourir ce vecteur-là, on utilise des modules de transport qu'on appelle un sujet de conversation. Donc, que faire quand une personne veut parler de ses sentiments échangés, mais que l'autre ne veut pas? Première affaire, pourquoi? Pourquoi aller là? Pourquoi investir de l'énergie à parler? C'est comme, parler là, de ses émotions, parler de soi, c'est infini. Mais ce n'est pas un but d'équipe. Donc, c'est très important de positionner ça dans un sens. OK? Fait que je vais continuer, puis vous allez voir que c'est un enjeu qui revient souvent. OK. Comment convaincre ma douce moitié de bien ranger les choses? Vêtements Tupperware. OK. Bon, alors, vous voyez, c'est ça, là. Dans les couples qui sont à moyen et long terme, ça, clairement, ce n'est pas un couple qui a 2 semaines, OK? Il y en a d'entre vous, vous êtes en couple depuis un bon moment. Il y a des sujets qui sont tabous, il y a des sujets qui sont chroniques et récurrents. Les sujets tabous, chroniques et récurrents, c'est ceux qu'on essaie d'aborder et sont reliés uniquement aux émotions négatives, à un système de ce qu'on appelle l'inhibition comportementale, le SI, système d'inhibition, en anglais, j'ai oublié. Donc, aussitôt que ce sujet-là arrive, le cerveau le reconnaît et c'est fini. C'est ce qu'on appelle la fameuse fermeture. Alors, ce système-là est activé aussitôt qu'il y a de près ou de loin ces sujets-là qui sont revenus. Alors, première affaire, ne plus parler de vêtements, puis de Tupperware, puis d'événements comme ça. S'il est brûlé le sujet, il est over. Donc, ce qu'il faut faire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire, ça veut juste dire il ne faut plus l'aborder directement, il faut créer un nouveau sujet qui est plus large. OK? Ça, c'est une des choses les plus importantes que je peux vous dire là, dans toutes vos relations long terme. Lorsque le sujet est brûlé, il faut configurer un autre sujet de conversation qui est plus large et qui est porteur. Un sujet qui est brûlé, il n'y a plus de jus dedans. Okay? Dans des sujets de conversation, considérez ça comme des bulles avec de l'énergie dedans, mettons. Okay? Quand le sujet de conversation est trop spécifique et il est brûlé, il est relié soit à un objet, un événement ou une action qu'on demande, il n'y a pas d'énergie dedans. C'est facile de le brûler. Okay? Donc, s'il est brûlé, il est brûlé. Forever. La seule façon de reflexibiliser ce sujet-là, il faut créer un nouveau sujet qui, lui, il est plus fort, il a plus d'énergie, plus de sens, mais qui implique le premier sujet. Donc, je vous donne un exemple. Comment convaincre ma douce moitié de bien ranger les choses, vêtements Tupperware? Première affaire, moi, là, évidemment, là, je vais vous improviser de quoi, là, c'est un exemple, OK? Si je voulais parler de ça à ma blonde, puis c'est comme, allez, range pas ces maudites affaires. OK? Ça veut dire qu'il faudrait que je sélectionne un autre sujet de conversation qui est super important et qui implique le fait de ranger les choses. Comme par exemple, comment on collabore ensemble. Comme par exemple, le respect. Comme par exemple, ce qu'on veut vivre à deux, à moyen puis à long terme, qui implique certaines choses qu'il faut faire ensemble. Et là, puis là, je vous résume ça, mais il faut le travailler sur le sujet-là, puis il faut le voir, il faut qu'il soit crystal clear dans notre tête, parce que si c'est un sujet qui est vide, ça ne marchera pas du tout.
Donc, la seule façon de reflexibiliser et de réautoriser ce sujet-là, il faut aborder un autre sujet, créer de la mobilisation autour de ça et que finalement, en bout de ligne, ranger les choses soit un exemple de la manifestation du premier sujet. Et là, l'énergie qui va être développée sur le premier sujet va être contaminée sur les plus petits sujets qui étaient auparavant brûlés. Mais c'est l'unique façon, il n'y a aucune autre façon de le faire. Donc, je résume, créer un sens avec un objectif et avec un sujet de conversation qui est plus large et qui implique ces éléments-là. C'est la seule façon. Puis là, je vous dis ça, là, mais je pense qu'il n'y a pas une semaine où je ne coach pas une personne, un couple, whatever. Et là, la communication passe plus parce qu'ils savent qu'il faut qu'ils parlent de ça, mais ils savent qu'ils ne peuvent plus en parler. Qu'est-ce qu'on fait? C'est non-stop. Toutes les semaines, c'est ça. Puis là, moi, ma job, c'est de lire, mais c'est quoi le sujet? Ça, c'est boring, ce sujet-là. Quand le sujet il est plate, c'est parce que c'est pas le bon sujet. 90% des communications avec les personnes importantes qu'on a ne portent pas sur le bon sujet. La pire chose pour développer de l'intimité, pour développer une relation à long terme, puis avoir du plaisir ensemble, la pire chose à faire, c'est de se forcer à ramener les mêmes sujets qui sont contaminés. Il ne faut plus faire ça. Fait que quand un sujet est brûlé, il faut se poser la question, c'est quoi le vrai sujet? Puis oui, il faut réfléchir. Ça ne sort pas comme ça. Il faut vraiment réfléchir. C'est pas si simple que ça. Puis même moi, des fois, il faut que je travaille, il faut que j'écoute une personne, puis il faut que je la fasse parler. Mais c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? Ça, c'est plate à mort. Ça, c'est pas le sujet. Ça c'est l'exemple, ça. Donc ça, c'est un sujet que j'appelle symptôme. C'est pas un sujet souche. Donc, il faut aller tout le temps vers les sujets souches. Puis après ça, on revient sur les sujets symptômes. Mais là, sont compris comme des symptômes et non pas comme des sujets souches. Super, super important. OK. Quelle posture suggères-tu d'adopter lorsqu'on ressent plus d'élan amoureux envers notre partenaire? On ne ressent plus d'élan amoureux envers notre partenaire, mais que nous avons 2 jeunes enfants qui subiraient assurément un impact émotionnel suite à une séparation. OK. Je n'avais pas vu venir cette question-là. Bon. Première affaire qui me bug de cette affaire-là, qu'on ne ressent plus d'élan amoureux. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si l'élan amoureux, c'est l'attraction sexuelle, oubliez ça. Parce que ça varie beaucoup, beaucoup dans une vie de couple, spécifiquement quand tu as des enfants. C'est impossible, je veux dire zéro, de maintenir une attraction initiale forever, et 2, en plus quand tu as des enfants. Regardez les statistiques, regardez ce que les gens rapportent concrètement, ce n'est pas possible. Donc, si l'élan amoureux, c'est uniquement l'attraction sexuelle, je vous dirais que ce n'est pas une bonne raison de se séparer. Okay? Et l'attraction sexuelle ne représente pas la relation totale. Ce sont 2 choses différentes. Donc là, la première affaire, c'est qu'il faut éclairer ce concept-là d'élan amoureux. Parce que déjà là, moi j'ai un gros... de quoi on parle? C'est quoi ça? Okay? C'est-tu l'attraction sexuelle, c'est-tu le sexe, ou c'est la détérioration de la relation? Si c'est ça, OK. Si c'est une détérioration de la relation, OK. Et là, il faut travailler dessus. Puis une des choses, c'est que souvent, il y a bien des affaires d'accumuler, des sujets non résolus, puis un manque d'engagement sur certaines choses, puis de la déception mutuelle. Fait qu'il faut retourner sur des enjeux de base qui ont été laissés pour compte, qui traînent et qui sont tous des contaminants qu'on traîne comme ça. Ça, c'est le phénomène qui dégrade le plus des relations à moyen et à long terme. Donc, en premier, il faut les trouver, ces sujets-là. Puis c'est un travail de moine. Il faut mettre du temps là-dessus. C'est pas quelque chose qui se reset. Mais comme les gens n'ont pas de technique là, nécessairement pour communiquer, ben, ils se sentent impuissants. Puis quand l'impuissance atteint un niveau suffisamment élevé, ben là, ils rompent la relation, c'est-à-dire le divorce ou des choses comme ça. Mais avant d'arriver là, il y a des choses à faire. Entre autres, comprendre comment on se rend là. Puis ça, c'est à cause d'événements, de situations, de thèmes, tout le truc comme ça. Il faut être capable de reflexibiliser ces thèmes-là. Okay? Et souvent, ça va par le fait même rehausser l'attirance sexuelle en deuxième lieu. C'est-à-dire souvent, avec les relations long terme, ce n'est plus l'attraction qui lead, ça va être la relation qui lead. Puis il va y avoir
bon, peut-être pas d'attraction autant que si c'était au début, mais c'est avec la relation puis la complicité qui va tirer, qui va lifter la vie sexuelle. Fait que c'est important de revenir à des processus de dialogue pour rehausser cette relation-là long terme. Est-ce que la connexion au niveau des neurones diffère entre l'homme et la femme? Comment établir une bonne communication vraie, sincère, afin d'éviter les pièges sur nos différences? OK, bon, premièrement, les hommes et les femmes sont effectivement différents, mais pas en tout point. La plupart des traits sont relativement similaires entre les hommes et les femmes. Par contre, il y a des différences qui sont super importantes. Différence majeure entre les hommes et les femmes se situe au niveau des traits de personnalité et des intérêts. Il y a 5 traits de personnalité. 2 d'entre eux se nomment l'agréabilité et l'autre se nomme le neuroticisme. L'agréabilité, c'est la tendance à prendre soin des autres, à être altruiste, à être collaboratif, à rechercher le consensus, à vouloir plaire aux autres, à vouloir diminuer les émotions négatives des autres et rehausser les émotions positives. Ça, c'est un trait qui est féminin. Okay? Donc, les femmes sont plus agréables que les hommes. Le neuroticisme, c'est la fréquence et l'amplitude des émotions négatives, la sensibilité aux émotions négatives. Les femmes ont plus de neuroticisme que les hommes, donc les femmes ont plus d'émotions négatives que les hommes. C'est sûr que ces 2 traits-là combinés vont transparaître dans l'interaction sociale et vont transparaître dans la communication interpersonnelle. C'est sûr qu'instinctivement, quand l'agréabilité est très forte, instinctivement, la communication va rechercher de plaire à l'autre et non pas accéder à ce que tu veux vraiment dire. Donc ça, c'est une tendance, OK, qui est un peu plus féminine, c'est-à-dire plaire, puis s'il n'arrive pas à plaire, ben là, le neuroticisme, OK, l'autre trait de personnalité va avoir tendance à piquer puis augmenter. OK? Fait une des choses, indépendamment hommes et femmes et des traits de personnalité, parce qu'il y a des hommes qui sont très, très fortement agréables et avec un très fort neuroticisme, OK? Les hommes aussi peuvent être comme ça, c'est juste des moyennes générales. Les courbes sont un peu comme décalées, là. Mettons, tu as 2 courbes comme ça, là. OK? Fait que les femmes sont un petit peu plus vers la droite en termes d'agréabilité puis neuroticisme. Mais indépendamment de ça, l'idée, c'est de contourner ces facteurs-là, ces tendances-là, je dirais instinctives ou biologiques ou comportementales pour dire, indépendamment des conversations, l'idée, c'est de vraiment dire ce qu'on a à dire, mais ça prend absolument une bonne technique d'écoute pour contrebalancer ce que tu viens de dire comme vérité. C'est-à-dire, tu peux dire quelque chose qui est vrai et qui risque de déplaire à une personne, tant et aussi longtemps que tu es capable de le backer avec une écoute qui est suffisamment puissante pour qu'une personne puisse réagir sans interruption. La plupart du temps, soit c'est l'un ou l'autre qui manque, ou les deux. C'est-à-dire soit qu'on ne dit pas vraiment ce qu'on a à dire et on ne sait pas comment écouter. Ce qui fait en sorte que c'est littéralement de la dynamite. Et donc, on continue à marcher sur des œufs et on continue à développer des sujets tabous. Fait que ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Est-il souhaitable de tout se dire dans un couple? Je trouvais cette question-là bonne. La pensée populaire, c'est de dire que oui. C'est-à-dire que si notre relation est bonne, on est supposé être capable de tout se dire. On est supposé être complètement transparent, puis d'être honnête, puis tout le kit. Fait que le fait de tout se dire correspond à l'authenticité, correspond à l'honnêteté, et c'est ce qu'on veut dans une relation. Fine. Mais, premièrement, est-ce que c'est possible de tout se dire à soi? On va commencer avec soi. Est-ce que c'est possible que tu puisses t'admettre tout, que tu aies accès à tout, que tu te dises tout verbalement dans ta tête? La réponse, c'est pas du tout. Du tout. Donc, si à la base, tu peux même pas te dire tout à toi, comment tu vas dire tout à quelqu'un? Donc, déjà là, tu ne peux pas tout nommer ou tout dire verbalement. Ça ne se fait pas. Deuxièmement, même si tu te dis quelque chose, est-ce que le fait d'être en couple, puis d'être en couple même positif, ou dans une bonne relation, implique que forcément tu dois le partager? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce qu'on vit, ce qu'on sent, ça nous appartient. Ça n'appartient pas au couple, ça n'appartient pas à l'autre. Même si c'est un couple, c'est 2 individus indépendants et séparés avec un engagement vers un but commun, puis un partenariat d'équipe. Mon contenu, ou le contenu de ma partenaire, ne m'appartient pas. Et donc, on en est responsable et on en a la propriété. Et je pense qu'un humain doit se garder des choses à lui. Et
je pense que c'est important, oui, de partager des choses avec le plus de transparence possible. Si on sent que ça impacte l'autre personne et si on sent que ça impacte, ça peut positivement ou même négativement impacter soit moi ou l'autre personne dans notre relation, là, OK. Parce que le but, c'est d'aller bien ensemble. Là, je comprends que, étant donné ce but-là, ça justifie certains sujets de conversation. Fait que ça revient un petit peu à ce que je disais tantôt, but avant sujet. Mais de tout dire sous prétexte que moi, je suis correct, j'ai tout dit, non, pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. On sélectionne nos sujets en fonction de est-ce que c'est porteur ou non dans notre interaction. Alors, en référence aux médias sociaux, pourquoi la performance est si importante au lieu de simplement découvrir l'autre par étapes? Bon, la performance, pour moi, c'est le mot-clé de cette question-là. La performance implique une compétition, je l'ai expliqué tantôt. En ce moment, le monde est extrêmement compétitif sur la sélection, même avant d'aller dans une première rencontre. Donc, si on est déjà dans un mode compétitif visuel, c'est-à-dire on compétitionne pour l'attention, si tu veux compétitionner pour l'attention, ça veut dire qu'il faut que tu boosts ton image, il faut que tes images soient plus belles, il faut que tes filtres soient plus forts. Puis si c'est pas assez fort, il faut que tu mettes des images qui vont encore plus attirer l'attention, et on sait très bien quelle sorte d'image attire l'attention, je vous laisse le deviner. Donc c'est sûr que si on est déjà dans un mode de compétition, ne serait-ce que pour aller dans une première date, c'est sûr que notre cerveau est habitué à maintenir le mode compétitif. Le problème, c'est qu'une relation, ça ne marche pas à la compétition. Fait que si on maintient le même système compétitif, ça veut dire qu'on est en interaction puis on essaye de prouver. Beaucoup de filles, particulièrement les filles, se plaignent de gars qui, dans leur date, parlent sans arrêt. Puis ils parlent d'eux, ils parlent de ce qu'ils ont, ils parlent de leur argent, ils parlent de leur succès, ils parlent de ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, ils parlent de leur accomplissement. C'est des gars qui travaillent à performer pendant une date. Il n'y a pas une fille qui aime ça. Donc, les gens transfèrent le mode de compétition jusqu'au mode relationnel. Donc, OK, je comprends l'idée des médias sociaux que c'est une compétition. Je comprends l'idée que c'est un marketing. Je comprends l'idée que c'est compétitif. OK. Mais lorsqu'on est en interaction, ça ne peut pas être le même mindset. Parce que le fait de maintenir ce mindset-là va créer plus de répercussions négatives, entre autres, ne pas écouter, ce qui va inhiber la vulnérabilité. Plus tu inhibes la vulnérabilité, plus tu inhibes la relation. Et donc, ça fait des gens qui parlent sans arrêt et qui ne s'écoutent pas et qui ne partagent pas de vulnérabilité quand même. Et si les gens sont quand même anxieux, bien, ils vont quand même forcer plus d'intimité, c'est-à-dire en ayant une relation sexuelle, en essayant de booster quelque chose. Mais la relation sexuelle, c'est aussi une communication. C'est la même chose. C'est le même système. Donc, une bonne relation sexuelle, ça doit passer par de l'expression et de l'écoute. Donc, cette alternance-là fait du super bon sexe. Mais le fait de performer, le fait de juste s'exprimer, le fait d'essayer de faire des moves, ça ne fait pas une relation sexuelle et ça fait en sorte qu'il va en avoir une et c'est tout. Alors, autre question. Comment augmenter l'intérêt de l'autre en communiquant par texto? Moi, là, je vais être vraiment franc avec vous. Je ne pense pas que c'est vraiment possible, basé sur les textos, de stimuler l'intérêt. Puis maintenant. Les gens écrivent presque plus de textos. Ils envoient des images, ils envoient des petits lives, des petits Snapchat, des petits émoticônes. C'est des glances, c'est de la stimulation comme ça. OK? Et donc, ça s'inscrit dans un système plus large de compétition visuelle, ce qui fait en sorte de comment créer de l'intérêt par texto. Moi, honnêtement, je ne vois pas. Je pense qu'il faut vraiment analyser le système plus large pour dire, OK, cette personne-là, pourquoi te texterait à la base? Pourquoi l'idée lui vient à la base de te texter ou que vous vous textiez. Mais un intérêt ou un effet avec un texto, oubliez ça. C'est zéro, on est passé ça. Là, 15-20 ans, peut-être, il y a encore des petits livres possibles parce que la compétition était différente, les systèmes étaient différents. Aujourd'hui, oubliez ça. Que penses-tu du polyamour et des relations ouvertes? Je me demande si l'amour n'est pas qu'une suite de conditionnements, dont celui de l'amour monogame. Bon, attention, ça va fesser les amis au risque d'en déplaire.
je n'y crois pas au polyamour du tout. Pour moi, le polyamour est une idéologie qui est principalement basée sur l'insécurité et sur la confusion sur qu'est-ce qu'une relation, qu'est-ce que de l'engagement, et le fait de minimiser l'anxiété d'engagement, le fait de faire des choix dans la vie, de construire, ainsi que les difficultés de construire quelque chose, et maximiser les gains à moyen et à court terme, et surtout à court terme. Et là, l'argument de ceux qui défendent ça, ils disent « oui, mais d'autres cultures le font ». Quelles sont les règles qui entourent le polyamour ou la polygamie? Les règles, il y en a ça d'épais. Je peux vous garantir que lorsqu'il y a des systèmes polyamoureux ou polygames, puis là, lâchez-moi la distinction entre les deux, là, on va y aller dans rough, là. En gros, c'est pour qu'un système humain fonctionne, il faut absolument qu'il y ait un but relationnel puis des engagements et des responsabilités. Le concept du polyamour n'est pas basé là-dessus. C'est basé sur une idéologie, basée sur un feeling qu'on peut aimer plein de monde en même temps. Oui, on peut aimer plein de monde en même temps, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on va créer une idéologie puis une façon de vivre par rapport à ça. Les autres cultures qui sont polygames, par exemple, oui, un homme peut avoir plusieurs femmes. La majorité du temps, les hommes ne veulent pas de deuxième ou troisième femme parce qu'ils disent qu'ils en ont plein leur casse avec une, parce qu'ils ont de la misère à combler toutes leurs responsabilités avec une. Donc, s'ils réussissent à combler toutes leurs responsabilités avec une femme, là, ils peuvent considérer avoir une deuxième femme. Mais ce n'est pas un trip idéologique de polyamour ou de polyci ou de polyssa. C'est une job de responsabilité. Alors, c'est ça mon problème avec le concept de polyamour, c'est que ça s'accompagne principalement d'idéologie basée sur un feeling et non pas de responsabilité. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aimer plusieurs personnes? Oui, ça arrive. Ça veut-tu dire qu'on ne peut pas coucher avec plusieurs personnes? Non, c'est possible. C'est le fait de se prémunir d'un titre qui nous protège et nous légitimise avec quoi j'ai de la difficulté, parce qu'encore une fois, ça inhibe les responsabilités et c'est principalement de l'évitement anxieux. Voilà. Je vais prendre une dernière question, qui disait « Le parler au jeu fonctionne-t-il encore? » Je dirais que non. Okay? Parce que y a des formules qui ont été brûlées. Tu sais, la société avance, les gens sont de plus en plus aiguisés, ils en ont vu d'autres, on est exposé à plein d'affaires. Puis il y a un paquet de petites techniques qui sont tellement superficielles, qui sont facilement décelables en tant que stratégie inefficace, dont le fait de parler au jeu. Le fait de parler au jeu, souvent, ça va être corrélé à une déresponsabilisation de l'interaction totale. C'est-à-dire que les gens qui surutilisent le jeu ils s'en servent un petit peu comme bouclier. C'est-à-dire, puisque j'ai parlé au jeu, tu ne peux me reprocher quoi que ce soit, tu ne peux m'obstiner, tu n'as pas raison d'être fâché. Et donc, c'est une arme, le jeu. Okay? C'est une espèce d'auto-immunité diplomatique. Mais c'est pas ça l'idée en arrière du jeu. L'idée en arrière du jeu, c'est d'essayer d'accéder à ce qu'il y a de plus vrai et précis dans l'instant présent. Puis oui, c'est corrélé avec de certains mots, dont le jeu. Mais c'est pas le jeu qui te protège. C'est le mécanisme de communication à la base, en lien avec le jeu, qui fait cet effet-là. Donc, une personne qui fait ça, puis elle utilise le jeu, ça va passer. Mais une personne qui est défensive, qui est passive-agressive et qui utilise le jeu, elle va se faire arracher la tête, le tour de parole d'après, puis là, elle va te dire, ben là, en tout cas, t'es de mauvaise foi parce que moi, j'ai parlé au jeu. C'est pas ça, là. Okay? C'est pas ça du tout. Fait que c'est important de différencier l'utilisation de processus verbaux et les processus qui sont non-verbaux, les processus mentaux, cognitifs à la base de l'extériorisation comportementale et verbale. Voilà, alors déjà 20 heures, je vous laisse là-dessus, les amis. Je vous remercie énormément pour vos questions, ça a passé super vite. Je suis quand même pas mal actif. C'est un gros mois, je vous dirais. Cette semaine, à partir de cette semaine, ça a commencé avec vous. Je pense que je vais faire comme 15 émissions de télé pour parler du livre, pour parler de ce que je fais. Je vous invite à être là dimanche. Je vais être à Tout le monde en parle. Je vais parler de différentes choses que je fais, dont le livre.
Il va y avoir d'autres émissions, 2 filles le matin qui va passer la semaine d'après, où on va vraiment focuser sur les processus de communication. Donc, c'est vraiment le mois de la communication. C'est super cool. Je suis un peu stressé d'ailleurs. C'est comme tellement gros. C'est comme tellement d'années que je travaille sur ça que c'est comme un peu dur à croire. Mais j'ai hâte en même temps. Je suis super content. Puis, tu sais, mon objectif, c'est comment avoir plus de fun entre humains, mais il faut comprendre comment un humain fonctionne. Puis si on comprend comment il fonctionne, ben là, tu peux y parler. Sinon, on comprend rien, puis on n'a pas de fun. Fait que la communication, pour moi, c'est comme n'importe quel sport, ça s'apprend. Il faut comprendre la psychologie, il faut aimer les humains, il faut avoir le goût de se stimuler, il faut avoir le goût de se provoquer, faire des choses ensemble, puis ça se fait super bien, puis c'est comme ça qu'on devient soi-même, c'est comme ça qu'on accède à l'autre. Et voilà, fait que je vous souhaite une super belle soirée tout le monde. Bye!